On a tous déjà entendu l'expression victoire à la Pyrrhus. On l'utilise pour parler d'un succès qui coûte si cher qu'il ressemble presque à une défaite. Mais qui était cet homme, Pyrrhus? D'où vient cette phrase qui a traversé les âges? Pour le découvrir, il faut s'intéresser à l'un des généraux les plus fascinants de l'Antiquité. Voilà la phrase, les mots qui ont tout déclenché. Et le plus fou, c'est qu'il n'a pas dit ça après une défaite, non, mais juste après une victoire. C'est tout le paradoxe de l'histoire. Ces quelques mots, ils résument parfaitement le pétrin dans lequel il se trouvait. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Une victoire à la Pyrrhus, c'est simple. Imaginez, on gagne la bataille sur le terrain, mais on y laisse tellement de plumes, des soldats, des ressources, de l'énergie, qu'au final, on est plus faible qu'avant. C'est une victoire en trompe-l'œil, qui, en réalité, prépare une défaite future. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quel est cet événement qui a pu donner naissance à une expression aussi forte? Pour ça, il faut revenir sur une bataille en particulier, un affrontement sanglant qui a marqué les esprits. On est en 279 avant notre ère, dans le sud de l'Italie. D'un côté, on a Pyrrhus, le roi d'Épire, qui est venu prêter main forte aux cités grecques de la région. Et de l'autre, on a Rome, une république encore jeune, mais déjà incroyablement tenace et déterminée. C'était vraiment le choc de deux mondes. Alors sur le papier, Pyrrhus a gagné la journée. Les Romains ont perdu 6000 hommes, c'est énorme. De son côté, Pyrrhus n'en a perdu que 3500. Mais c'est là que le bête blesse, parce que parmi ces morts, il y avait ses meilleurs officiers, ses vétérans les plus expérimentés, le noyau dur de son armée. Des hommes en fait irréplaçables. Rome, elle, avec ses réserves quasi illimitées, pouvait lever de nouvelles légions. Pyrrhus, lui, venait de perdre l'âme de son armée. Ok, donc on a vu la bataille qui a forgé sa légende. Mais maintenant, revenons un peu en arrière. Qui était vraiment cet homme, ce général prêt à tout sacrifier pour une victoire? Faut bien comprendre que Pyrrhus n'était pas un inconnu. Il était de sang royal et même un cousin éloigné du grand, de l'unique, Alexandre le Grand. Il a grandi dans une époque hyper chaotique, celle des guerres entre les successeurs d'Alexandre, un monde où les royaumes se faisaient et se défaisaient en permanence. D'ailleurs, ses propres soldats l'avaient surnommé l'Aigle. Ça en dit long sur son charisme et son talent militaire. Sa jeunesse, c'est un véritable tourbillon. Il devient roi à seulement 13 ans pour se faire éjecter de son trône quelques années plus tard. Toute sa vie n'a été qu'une lutte acharnée pour reprendre ce qu'il avait perdu et, si possible, en gagner encore plus. Il a même réussi à s'emparer un temps du trône de Macédoine, le royaume d'Alexandre lui-même. Cette instabilité permanente a forgé un homme incapable de rester en place, un général toujours en quête d'une nouvelle guerre, d'un nouveau royaume à conquérir. Et ça nous amène justement à l'épisode central de sa carrière, son incroyable campagne en Méditerranée occidentale. C'est là qu'il va se frotter aux deux superpuissances de l'époque. Tout a commencé quand Tarente, une cité grecque du sud de l'Italie, l'a appelé à l'aide. Il cherchait un champion pour les protéger de l'expansion romaine. Pour Pyrrhus, c'était l'occasion parfaite de se tailler un empire en Occident. Alors il a traversé l'Adriatique avec son armée et bien sûr ses fameux éléphants de guerre. Juste après ces batailles très coûteuses contre les Romains, une autre opportunité se présente. Les cités grecques de Sicile, à leur tour, l'appellent au secours, cette fois contre les Carthaginois. Pyrrhus, qui ne laisse jamais passer une occasion, met sa guerre contre Rome en pause et file vers la Sicile. Là-bas, son succès est immédiat. Il est même proclamé roi. Mais c'est là qu'on découvre une de ses plus grandes faiblesses. Pyrrhus est un général absolument brillant, mais un politicien assez médiocre. Pour financer sa guerre, il lève de lourds impôts, il installe ses garnisons partout. Bref, son comportement autoritaire finit par lui mettre à dos ses propres alliés siciliens, à tel point qu'ils en viennent presque à regretter les Carthaginois. Et c'est en quittant la Sicile, complètement dégoûté, que Pyrrhus aurait prononcé cette phrase. Une phrase d'une lucidité incroyable, presque prophétique. Il avait compris avant tout le monde que cette île allait devenir le terrain de jeu d'un conflit titanesque entre les deux puissances qu'il venait de combattre. Il venait, sans le savoir, de prédire les futures guerres puniques. Après son échec en Italie et en Sicile, Pyrrhus rentre donc en Grèce. Mais un homme comme lui ne peut pas rester inactif. Il va se lancer dans une toute dernière série de guerres, une campagne qui va se terminer de la manière la plus inattendue et tragique qu'il soit. Pour un guerrier de cette trempe, sa fin est presque ridicule. Pas de charge héroïque, pas de duel mémorable, non. Il se retrouve coincé dans une ruelle pendant des combats de rue à Argos. Et là,
Depuis un toit, une vieille femme, la mère d'un soldat, veut protéger son fils et lui lance une tuile. Une simple tuile de toit. Elle l'assomme, le paralyse, le grand général s'effondre et il est achevé sans gloire au milieu de la rue. Une fin vraiment indigne pour celui qu'on surnommait l'Aigle. Alors, au final, que reste-t-il de Pyrrhus aujourd'hui? Au-delà, bien sûr, de cette expression célèbre, quel est son véritable héritage? Son héritage, eh bien c'est un paradoxe, comme ses victoires. Il y a l'expression, évidemment, qui est passée à la postérité, il y a l'admiration d'Hannibal lui-même, rien que ça, un des plus grands stratèges de tous les temps. Mais son plus grand héritage, c'est peut-être son échec. En étant le premier grand général grec à se heurter à Rome sans parvenir à la briser, il a, sans le vouloir, révélé au monde entier l'incroyable résilience de la République romaine. En fait, il n'a pas seulement échoué à bâtir son propre empire, il a préparé le terrain pour celui de Rome. La question reste donc posée. Pyrrhus était-il en génie militaire mais incapable de transformer ses victoires en succès politique durable? Un homme qui a touché du doigt la grandeur sans jamais vraiment la saisir? Ou peut-être, tout simplement, le plus grand général qui n'a jamais eu la vision ou la chance de construire quelque chose qui lui survivrait? C'est tout le mystère de Pyrrhus, l'homme derrière la victoire la plus amère de l'histoire.